bonsoir à tous, bienvenue sur Public Sénat. Ravi de vous retrouver pour une nouvelle semaine d'Allons plus loin. On va prendre le temps ce soir de revenir sur ce drame qui a frappé l'armée française. Elle a perdu 13 hommes, 13 militaires engagés au Mali dans la lutte contre le djihadisme qui gangrène le Sahel. Et le Sénat est frappé en son cœur puisque le fils du sénateur et ancien ministre Jean-Marie Bockel fait partie des victimes de l'émotion donc, mais aussi des questions sur cette présence française dans la région. On va en parler avec nos invités dans un instant, mais d'abord on va retrouver dans l'hémicycle du Sénat Alice Bardot. Alice, Gérard Larcher a rendu hommage aux victimes en ouverture de séance tout à l'heure. Et oui Rebecca, très vive émotion dans l'hémicycle cet après-midi, quelques heures après l'annonce de la mort de 13 militaires français dans un accident d'hélicoptère au Mali. L'ordre du jour du Sénat a été retardé de quelques minutes pour un moment de recueillement. À 14h30, Gérard Larcher a commencé un court hommage à ces soldats qui ont perdu la vie lors d'une opération de combat contre des djihadistes hier soir. Le président du Sénat a notamment salué, je cite, le courage et l'abnégation de ces militaires de l'armée de terre. Alors cet événement tragique a une résonance toute particulière ici au Sénat puisque l'un d'entre eux était le fils du sénateur centriste Jean-Marie Bockel. Pierre Bockel appartenait au 5e régiment d'hélicoptères de combat de Pau et Gérard Larcher a eu une pensée toute particulière à l'égard de sa famille avant que les sénateurs observent une pleine minute de silence. On l'écoute. Je suis certain qu'au moment où nous allons partager ce moment de recueillement, vous aurez une pensée pour ces 13 militaires, pour leurs familles, et plus particulièrement pour une famille chère à notre cœur, que nous croisons au quotidien dans notre Assemblée. Je crois que c'est aussi un hommage que nous devons rendre à ces hommes, à leur courage et au service de la France. Alors cet hommage a été repris sur Twitter par la sénatrice socialiste des Pyrénées-Atlantiques, Frédérique Espagnac, car il faut rappeler que sur 13 militaires, 7 faisaient partie du 5e régiment d'hélicoptères de combat de Pau, chef-lieu des Pyrénées-Atlantiques. Et Frédérique Espagnac n'est d'ailleurs pas la seule à avoir partagé son émotion sur Twitter. Toute la journée, des sénateurs de tous bords politiques, comme dans l'hémicycle, ont rendu hommage aux soldats décédés hier soir. La sénatrice communiste Esther Benbassa a fait part de sa profonde émotion face à cette tragédie. Le centriste Vincent Capo-Canellas a partagé ses pensées émues pour les familles et les frères d'armes de ces militaires morts au combat. Quant au président de la Commission des Affaires étrangères, Christian Cambon, il a souligné le tribut effroyable porté par les forces françaises avec une pensée toute particulière pour Jean-Marie Bockel, dont le fils fait partie des victimes. Merci beaucoup Alice. Dans l'hémicycle du Sénat, on va maintenant rejoindre Quentin Calmet en salle des conférences. Quentin qui est aux côtés justement de Christian Cambon, sénateur LR du Val-de-Marne, président de la Commission des Affaires étrangères, de la Défense et des Forces armées. Monsieur le Président Cambon, on a vu cette émotion aujourd'hui au Sénat. L'atmosphère est toujours particulièrement lourde à l'heure où on se parle. Quelle a été votre réaction lorsque vous avez appris la mort de ces 13 soldats aujourd'hui ? C'est une grande émotion parce que, en tant que président de la Commission de la Défense, j'ai en charge de contrôler comment les choses se passent là où nos 4500 hommes des OPEX sont engagés. Et évidemment, ces nouvelles sont épouvantables. C'est un effroi. Cet effroi est double puisque, vous le savez, le fils d'un de nos collègues éminents fait partie malheureusement des victimes. Et donc, on ne peut que s'interroger, bien sûr, et il y aura un temps de l'interrogation. Aujourd'hui, c'est le temps du recueillement, et en pensant aux familles, aux enfants, car souvent ce sont des jeunes hommes qui laissent des familles en état de désespérance. Et donc, je serai tout à l'heure auprès de la ministre des Armées à l'Arc de Triomphe, dans un geste symbolique de ravivage de la flamme, pour penser à nos soldats, leur envoyer d'ici un message de solidarité et de compassion.
On a senti le président Larcher aussi ému à la tribune lorsque la séance a été ouverte à 14h30. Il avait des sanglots étouffés dans la voix. C'est le sentiment, on imagine, de beaucoup des sénateurs aujourd'hui? C'est le sentiment que nous partageons tous, parce que d'abord il y a la proximité de ce collègue que nous fréquentons, que nous voyons et qui travaille avec moi au sein de la commission. Et puis c'est cette liste aussi qui s'allonge. Et c'est un petit peu aussi cette désespérance de nous voir pas suffisamment aidés par nos voisins européens face à ce péril du djihadisme en Afrique. Oui, Christian Cambon, vous le disiez, il y aura un temps pour les questionnements, mais tout de même, avec ces 38 Français tués au Mali depuis 2013, est-ce que la question de l'implication de la participation de la France au conflit au Mali, elle se pose aujourd'hui? Elle ne se pose pas parce que je ne pense pas qu'on peut s'en aller du Mali. Si on s'en allait du Mali, il suffit de regarder une carte géographique pour voir quelle est la position de ce pays. Et on voit bien que si le Mali devenait un califat ou tombait dans la main de ces djihadistes avec les méthodes criminelles qui sont les leurs, c'est globalement le Maghreb qui serait menacé et qui risquerait de connaître de graves désordres. Or, les pays du Maghreb, c'est la frontière sud de la France. Et ça, il faut que les Français comprennent bien que ces jeunes qui se battent et qui donnent leur vie, c'est pour notre sécurité qu'ils le font. Et ce que l'on aimerait bien, effectivement, c'est que d'autres pays européens qui nous encouragent, qui nous soutiennent, et qui nous prêtent des moyens logistiques, ils viennent un tout petit peu nous aider à mettre de l'ordre. Eh bien, merci Christian Cambon. On a entendu votre message ce soir au micro de Public Sénat. Merci beaucoup Quentin. Et avec nous ce soir Hélène Conway-Mouret. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Sénatrice socialiste représentant les Français établis hors de France. Et vous connaissez bien la région. Caroline Roussy, bienvenue. Chercheuse à l'IRIS et docteur en histoire de l'Afrique contemporaine. Général Jérôme Pellistrandi, bienvenue à vous également. Vous êtes rédacteur en chef de la revue Défense nationale. Et nous attendons Ousmane Ndiaye qui devrait arriver dans quelques instants, journaliste à TV5 Monde. Hélène Conway-Mouret, on l'a vu, une émotion immense, évidemment dans toute la France et en particulier au Sénat aujourd'hui. Mais oui, parce que nous l'avons tous ressenti au sein de nous-mêmes. Enfin, nous avons des enfants et de penser que Jean-Marie a perdu son fils, enfin, c'est atroce. Moi, ça a été viscéral. Enfin, voilà. Ça vous émeut encore oui. Ce soir, évidemment. Jérôme Pellistrandi, on a senti, vous aussi d'ailleurs, vous êtes ému, une immense émotion. Oui, depuis ce matin, effectivement, c'est un véritable choc. Un choc pour la communauté militaire, la communauté de défense. Et puis, effectivement, ici, la représentation nationale qui a été directement affectée par la mort du lieutenant Bockel. Donc, je crois que c'est une épreuve. Mais je crois, il faut le souligner aussi, cela a été traduit, le président Cambon et puis les autres personnalités politiques, on dit le combat continue. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut penser à nos soldats qui sont ce soir sur le théâtre et qui continuent le combat face à une menace qui nous affecte tous directement. 13 morts, c'est un bilan extrêmement lourd, Caroline Roussy. L'un des plus lourds depuis 35 ans, on entendait cela. Oui, tout à fait. Alors évidemment, je joins évidemment mon recueillement à la parole des deux personnes qui se sont exprimées. Mais je souhaite également avoir une pensée pour tous les civils qui quotidiennement perdent la vie sur le terrain. Et donc, ce sont bien les Français et les Africains qui sont concernés par la situation actuelle au Sahel. Parce que c'est vrai que les morts, il y en a tous les jours, Hélène Conway-Mouret. Oui, malheureusement, c'est vrai que j'ai pour habitude d'aller à la rencontre de mes Français, puisque je représente les Français établis hors de France, et ils sont nombreux au Sahel. Et avec le temps, ce qui est choquant, c'est que la situation ne s'améliore pas, voire empire sur le terrain. Et donc, ce n'est pas le moment, puisque je crois que nous sommes dans une journée de recueillement, et qu'il faut respecter à la fois les victimes, les familles et leurs proches dans cette journée. Mais on ne peut pas ne pas réfléchir à notre présence, qui est quand même forte, humaine et en équipement, et de se dire que ces 13 morts, finalement, sont la preuve de notre engagement là-bas, même si c'est un accident, et cet accident aurait pu avoir lieu en France, il aurait suscité la même émotion, mais parce qu'il est dans un cadre où nous sommes de fait en action, il revêt la situation est complètement différente. Une dimension particulière. Voilà, c'est hors du commun et forcément, le général a tout à fait raison. Nous devons penser à tous ceux qui sont engagés au quotidien, que je rencontre quand je vais là-bas et qui sont dans un engagement hors norme. Et aujourd'hui, je crois que l'émotion ressentie collectivement
et justement cette prise de conscience qu'ils sont là au péril de leur vie et que malheureusement 13 d'entre eux l'ont perdu aujourd'hui. Et on accueille, je vous le disais, Ousmane Ndiaye, bienvenue. Vous êtes rédacteur en chef Afrique à TV5 Monde. Merci d'être avec nous. On était plutôt dans le recueillement, dans les réactions, puisqu'on sait qu'un sénateur a été touché de très près, puisque son fils fait partie des 13 victimes. Et Caroline Roussy réagissait aussi à juste titre en disant mais des civils, il y en a des civils qui meurent, il y en a tous les jours dans la région. Et la sénatrice nous disait la situation empire sur le terrain. Enfin, je partage. Vous confirmez? Vu, hélas, la situation empire. Maintenant, je pense que malgré la douleur qui nous touche tous, il faut avoir. Ça pose la question de cette opération militaire qui dure depuis 6 ans. À un moment donné, il faudrait faire le bilan où on va, le bilan stratégique, parce qu'en fait, moi, je trouve l'une des particularités de Serval puis Barkhane. On s'est engagé, en tout cas la France s'est engagée dans la précipitation, c'est une opération militaire d'urgence. Il ne faut jamais oublier, faut-il le rappeler, qu'au départ, l'engagement français, on nous avait dit c'est une question de jours. Ouais. Et à la suite de la bataille de Konna, on a vu clairement qu'on avait quelque part sous-estimé la résistance des djihadistes. Donc au bout de 2 jours, engagement au sol. Alors que l'un des principes que le président François Hollande avait tracé une ligne au moment de l'engagement au moment de l'engagement des forces françaises au Mali, pas de troupes au sol. Au bout du 2e jour, troupes au sol. Au moment où Serval devenait Barkhane, c'était en quelque sorte un désengagement qui était pas promis. Là, aujourd'hui, c'est l'exact contraire. Donc je pense qu'il y a un problème de vision stratégique. Qu'est-ce que l'armée française fait au Mali? Pourquoi et sur quelle durée? Je pense que la difficulté, c'est que autant on voit clairement une vision stratégique des djihadistes. À un moment donné, l'armée française les a acculés dans l'Iforas, les a acculés au nord. Ils ont ouvert un front au sud et au centre. Ouais. Ils se sont réfugiés dans des pays voisins. Oui, et puis en plus, on voyait clairement que quand ils ont ouvert un front au centre, les Nations Unies n'étaient pas préparées, les Français n'étaient pas préparés. Il a fallu que quand même le mandat de la mission des Nations Unies soit étendu au centre. Parce que le mandat originel des Nations Unies, c'était un mandat pour le Nord Mali, comme le mandat des troupes français. Aujourd'hui, la réalité du terrain a changé. Est-ce que la réalité du dispositif ne doit pas changer? C'est une vraie question. Enfin, moi, je ne suis pas stratège militaire, mais mais on en a un sur ce plateau, Jérôme Pellistrand. Oui, alors je crois que la problématique, elle n'est pas d'ordre militaire. La ministre des Armées, Florence Parly, et le chef d'état-major des armées l'ont souvent dit. La problématique, elle est d'ordre politique. La difficulté, c'est qu'il faut trouver un environnement sécuritaire qui permette de trouver une solution politique. Et c'est bien ça, la solution ne peut pas être que militaire. Nous sommes présents, alors effectivement, et je partage votre avis, il y a besoin d'avoir une vision stratégique, mais elle doit d'abord répondre à des objectifs politiques. Et ensuite, on les traduira en action militaire. Alors, je vais vous laisser poursuivre dans un instant. Je voudrais juste, pour qu'on comprenne bien ce que nos militaires font sur place, je voudrais qu'on fasse un petit retour factuel sur le drame, parce qu'on ne l'a pas encore fait. On a beaucoup parlé de l'émotion au Sénat, mais on n'a pas dit exactement ce qui s'était passé. Je vous rappelle que ce sont 2 hélicoptères qui sont entrés en collision, un terrible accident donc, mais effectivement, bel et bien, dans le cadre d'une opération de combat contre les djihadistes, et cela pose des questions. On va voir ça avec vous dans un instant. D'abord, ce point très factuel avec Élisée Boissin, et je vous fais réagir. Lundi soir, la nuit tombe sur la région du Sahel, au Mali. Au sol, des commandos traquent des djihadistes. Pour appuyer la mission, un hélicoptère Tigre de combat et un hélicoptère de transport appelé Cougar survolent la zone à faible altitude. Ces hélicoptères sont là en mission de reconnaissance de nuit, dans des conditions de combat et des conditions opérationnelles très exigeantes pour repérer ce pick-up qui s'enfuit vers le nord. Et au moment où cette opération de reconnaissance de nuit est en train de se faire, les commandos parachutistes qui sont au sol entendent une explosion vers 18h38 et pensent que cette explosion est due, ces 2 explosions sont dues à une collision en vol entre 2 appareils. À bord, 13 soldats français, aucun n'a survécu. C'est l'un des pires accidents qu'ait connu l'armée française. Rapidement, le président de la République a réagi sur Twitter. 13 de nos militaires sont morts hier au Mali. Ils étaient engagés dans une opération de combat contre des terroristes. Ces 13 héros n'avaient qu'un seul but, nous protéger.
Je m'incline devant la douleur de leurs proches et de leurs camarades. Ce drame porte à 38 le nombre de militaires français morts au Mali depuis le début des interventions. Une cérémonie d'hommage doit avoir lieu dans les prochains jours aux Invalides. Et comme promis, je vous laisse réagir, Hélène Conway-Mouret, puis Caroline Roussy. Oui, alors nous protéger certes, mais protéger aussi les Maliens. Parce que je crois qu'il ne faut pas être égoïste dans cette affaire. Moi, je voudrais revenir sur la question de la vision stratégique. Je crois qu'il est très difficile aujourd'hui, au vu des changements rapides, d'une grande brutalité qui se passe, pas simplement en Afrique, mais notamment au Moyen-Orient, avec la défaite de Daesh. C'est pas l'annulation, mais enfin pour l'instant la défaite. Défaite militaire en tout cas. Voilà, défaite militaire. Avec ces djihadistes qui sont partis pour beaucoup en Libye et qui se répandent dans toute la zone du Sahel. Donc c'est vrai que ce qui se passait il y a 6 ans est différent aujourd'hui, avec des groupes qui de fait se sont reformés, avec des Français qui étaient au nord. Il y a eu les accords d'Alger, on a vu ce que ça a donné, rien du tout. Et ensuite, finalement, un Mali qui, politiquement, ne s'est pas restructuré, ne s'est pas renforcé, et la mise en place du G5, pour essayer justement de dire, bon, nous sommes venus, nous avons agi en effet dans la précipitation, mais nous ne sommes pas tenus de rester là pour toujours. Et d'ailleurs, je pense que les Maliens ne le souhaitent pas non plus. Personne dans la région ne souhaite que des forces françaises s'installent de façon permanente. Et donc, à un moment, il faut se poser la question aussi, au-delà de ce que vous avez évoqué, de la relève et pourquoi aujourd'hui nous ne sommes pas en position d'avoir des armées locales qui soient formées et équipées correctement et qui prennent finalement la relève de ces forces françaises qui n'ont pas vocation à rester dans le pays. Voilà. Oui, alors tout à fait. Au bout de 6 années, on constate que l'opération Barkhane est de plus en plus perçue comme une force d'occupation, ce qui est extrêmement problématique. Par les populations locales. Par les populations. Moi, ça m'a été dit en face par un ministre malien. Voilà, tout à fait. Voilà. Ça corrobore ce que je voulais dire. Et par ailleurs, concernant effectivement la stratégie militaire, si elle relève d'une question ou d'une décision à tout le moins politique, je constate que de plus en plus de personnes, de personnalités, dont certaines que vous connaissez certainement, comme le général Bruno Clément-Beaulé, qui contestent la stratégie déployée à l'heure actuelle au Sahel et craint que dans un avenir assez proche, l'opération Barkhane et les Français soient contraints de partir sous pression populaire. Alors, attendez, ce qui pose évidemment extrêmement vous dites problème. Que sur place, on considère que les forces françaises ne sont pas vraiment les bienvenues. On se rend compte que c'est une opération qui s'enlise. Tout le monde a envie de partir. Tout le monde a envie qu'on parte. Non, moi il faut nuancer. Après, c'est vrai qu'il faut nuancer. Alors, je pense bien que sûr, mais c'est plus compliqué. C'est une voie quand même. Je pense que, la vraie question, c'est quand même les forces françaises ont été forces libératrices, ont été des héros. C'est-à-dire comment on passe en si peu de temps de forces libérateurs. Il y a eu des manifestations à l'époque à Tombouctou, quand les forces françaises ont voulu quitter la position de Tombouctou pour laisser les forces africaines pour tenir la ville. Comment on passe, c'est ça pour moi la vraie question. Je pense qu'on passe d'une extrémité à l'autre parce que aussi, je pense qu'il y a un vrai conflit de perception du conflit malien, c'est-à-dire la perception française et la perception malienne depuis le début n'est pas le même. Moi j'ai l'habitude de dire les guerres du Mali. Parce que quand les Français interviennent, il y avait déjà une guerre sur place. Une guerre qui est issue de l'indépendance nationale, non soldée. Il y avait une guerre irrédentiste. Et la guerre contre les djihadistes, la guerre antiterroriste s'est greffée à une guerre. Et les Français, quand ils sont venus, ils ont essayé contrairement à la doctrine militaire malienne, de dire nous on combat les djihadistes, on ne combat pas les rebelles irrédentistes touaregs. Le problème que ça pose, c'est que, quoi qu'on puisse dire factuellement, si la moitié du territoire malien a été pris et contrôlé par les djihadistes, c'est en alliance avec l'irrédentisme touareg. Et il est très compliqué d'appliquer cette doctrine et que les groupes sont... c'est pas des vases clos. On peut voir un chef de guerre qui est membre du MNLA, donc la rébellion touareg, et on le retrouve l'année prochaine
membre d'Ansardine, qui est le groupe djihadiste. Pour moi, à un moment donné, et d'ailleurs, la défiance malienne envers l'armée française est nourrie par la question de Kidal. Qu'est-ce qui se passe, Kidal? L'armée malienne, l'armée française libère tous les territoires, on arrive aux portes de Kidal, ok, les troupes maliennes ne peuvent pas rentrer. Donc, de fait, on donne, enfin, la doctrine française, je ne dis pas que c'était l'objectif, mais au peu ou prou, donne quelque part raison aux irrédentistes. Aujourd'hui, Kidal est contrôlé par les troupes, les groupes armés irrédentistes, parce que l'armée française n'a pas installé donc quand de ils ont la libéré maladresse Kidal. et des erreurs stratégiques, Jérôme Pellistrandi? Ce ne sont pas des erreurs stratégiques. Je pense qu'il faut effectivement, comme vous l'avez souligné, rappeler qu'il y a ces conflits qui existent effectivement depuis oui, mais l'armée française n'en a pas tenu compte, semble-t-il. Oui, mais il faut voir. Ou elle n'a pas voulu s'en mêler. Elle en a tenu compte. Mais ils ont libéré Kidal en le laissant au... L'une des problématiques, c'est que nous intervenons dans des États qui sont souverains. Donc la difficulté aussi, c'est d'arriver à concilier des opérations tactiques avec notamment les autorités maliennes. Et là, c'est compliqué. On voit bien, et vous l'avez souligné, il y a aussi une instrumentalisation. Quand vous voyez effectivement, par exemple, et on le voit à travers certains médias, l'appel aux Russes. Bon, certains Maliens diront que les Français partent et faisons venir les Russes. Alors là, c'est rajouter le chaos au chaos. Quand on voit la façon dont les mercenaires russes ont agi, notamment en Syrie, là, on est sûr, et en RCA, là, on est sûr que les mouvements irrédentistes ou les clivages vont être encore beaucoup plus violents. Et c'est ça aussi l'une des difficultés auxquelles sont confrontés nos soldats au quotidien. Et je répète, la solution, elle est d'abord d'ordre politique. Elle est d'ordre politique. Et moi, je rajouterais, pour ne pas... Autant l'armée, on peut parler d'erreurs stratégiques de l'armée française, autant aussi, il ne faut pas oublier que le Mali n'a pas les moyens de son nationalisme. C'est-à-dire, c'est très important, ça, il faut le souligner. La seule force opérationnelle efficace sur le terrain au Mali, c'est Barkhane, c'est les Français. Donc c'est l'opération française. L'armée malienne a été défaite à plusieurs reprises, défaite dans la première guerre qui a permis l'occupation de la moitié du pays. Donc aujourd'hui, l'armée malienne n'est pas opérationnelle pour mener la guerre. L'Union européenne ne veut pas s'engager. L'action militaire de la France au Mali est indispensable. C'est la phrase d'Edouard Philippe tout à l'heure. Oui, peut-être. Comme pour justifier cette présence. Oui, mais la question, c'est que la France est très seule. Et alors, la France, non seulement est très seule, et quand même, il faut reconnaître que la France, par le biais du chef de son armée, le général Lecointre, a sonné 2 alertes en 6 mois. La première, c'est une interview au Monde. Il dit clairement que la France n'a plus les moyens d'élargir son déploiement au Sahel. Et la deuxième interview, c'est celle qu'il a accordée à la Tribune, où il disait on est au-dessus de nos capacités. Donc aujourd'hui, on se trouve dans une situation où la France est seule, au-dessus de ses capacités, ne peut pas se renforcer, l'Union européenne tergiverse, les Américains veulent surtout pas s'impliquer, et puis problème, c'est que le G5 Sahel, je veux bien qu'on en parle, qu'on dise aux armées africaines d'intervenir ensemble, mais il ne faut jamais oublier, chronologiquement, l'armée française intervient parce qu'il y a eu un échec des forces africaines. Pendant 1 an, pendant l'occupation au Mali, l'Union africaine et la CEDEAO, donc l'organisation sous-régionale, ont essayé de mettre en place ce qu'ils appelaient la MISEMA, la mission africaine d'intervention au Mali. Un chef d'état-major a été nommé, le chef d'état-major de l'armée ivoirienne, le général Soumaïla Bagayoko, et ça n'a jamais été opérationnel. Je ne vois pas par quel miracle des armées qui n'étaient pas opérationnelles en 2012 le seraient aujourd'hui. Et alors vous dites la France est seule, mais moi je voudrais qu'on regarde cette carte du Sahel à nouveau. On l'a un peu vu tout à l'heure pendant que vous parliez, mais regardons-la en détail et peut-être vous allez me la décrire un peu. Le Sahel, c'est 3 millions de kilomètres carrés qui traversent 5 pays, la Mauritanie, le Mali, le Niger, le Tchad et le Soudan. Si je dis que cette zone est gangrénée par des groupes djihadistes et par des groupes délinquants, est-ce que je vois juste? Et si je vous demande si cette guerre peut être gagnée, oui ou non, par la France, qu'est-ce que vous me répondez, Hélène Conway-Mouret? Écoutez, c'est pas une guerre conventionnelle. Au vu de la superficie, nous avons une armée équipée avec un engagement qui est bien connu. Et puis en face, nous avons des groupes éphémères qui se déplacent très rapidement, qui peuvent se regrouper, qui sont parfois qui rassemblent quelques individus et qui, au gré des actions qu'ils veulent mener, posent des mines là, font du racket là. Enfin, ils ont un mode d'action qui est complètement diversifié et donc qui ne permet pas à une armée traditionnelle de répondre. On n'a pas un face-à-face entre 2 armées traditionnelles. Mais pour le G5, vous avez raison, mais en même temps, ça fait 6 ans.
Ça fait 6 ans qu'il y a des investissements quand même assez conséquents, peut-être pas suffisants, certes, mais assez conséquents pour la formation des armées. Le G5 Sahel, je précise, c'est alors après que les uns et Mali, les autres, Burkina Faso, Niger et Tchad, ne se fassent peut-être pas forcément confiance, que la relation politique entre la Mauritanie et le Mali soit pas au beau fixe, mais enfin cela ne date pas d'aujourd'hui. Donc c'est vrai qu'il faut prendre tout cela en compte. Mais enfin, il faut bien qu'à un moment, quand même, ces armées réussissent au contact des autres, et c'est pour ça qu'il commence à y avoir un petit frémissement au niveau européen, et tant mieux, à savoir que bon, les Anglais prêtent 3 hélicoptères, les Estoniens envoient quelques personnels, les Tchèques en envoient d'autres, et ainsi de suite. Et de se dire qu'enfin, il y a peut-être une prise de conscience qu'en effet, la France ne peut pas tout toute seule. Et en plus, il n'y a pas que le Mali. Maintenant, il y a le Burkina Faso qui est quand même très inquiétant. Et depuis quelques années, pourquoi? Mais parce la situation... que refuge des djihadistes. Mais oui, parce qu'il y a l'incapacité de sécuriser la frontière. Enfin, il y a une porosité terrible entre ces pays, d'autant que ces individus se déplacent rapidement en pick-up et ne sont pas... Enfin, pour les surveiller, c'est très compliqué. Il faut souligner que les armées de ces pays, les seuls éléments sûrs ont pendant longtemps été les gardes présidentielles, qu'on pourrait appeler des gardes prétoriennes, qui étaient là pour protéger le président et ses affidés. Et donc, ce processus de transformation est effectivement extrêmement long. Il faut, ne serait-ce par exemple que de payer les soldats. C'est déjà un problème. Et les équiper, les habiller, leur donner des fusils. Et là-dedans, effectivement, ça nécessite énormément d'efforts. On a le sentiment, effectivement, que c'est un peu le tombeau des Danaïdes. Et voilà. Maintenant, la question est, si on se retire, que se passe-t-il? Voilà. Et donc, c'est la raison pour laquelle le Premier ministre, cet après-midi, a dit voilà, qu'on n'a pas le choix. Donc on n'a pas le choix, mais on s'enlise, Caroline Roussy. Il y a ce risque-là, et ensuite Ousmane Ndiaye, bien sûr. Oui, il y a un risque d'enlisement assez patent, mais effectivement, de toute façon, compte tenu de l'engagement des Français sur le terrain, il est absolument extrêmement difficile d'envisager un retrait du jour au lendemain. Ce sont des modalités pratiques qu'il faut négocier, il faut une feuille de route, et pour l'instant, un certain nombre d'acteurs considèrent que la France sera encore présente pour de nombreuses années. Enfin, moi, j'avais envie de dire, pour répondre de façon claire à votre question, pour moi, c'est pas à la France de gagner la guerre du Sahel, c'est aux pays sahéliens de la gagner d'abord. Deuxième question, moi, je m'interroge beaucoup sur la question de la formation des armées du Sahel. En fait, à un moment donné aussi, il faudra qu'on évalue l'action qui a été menée au moment où on a libéré le Mali. À un moment donné, il y a eu une sorte d'audit de l'armée malienne pour comprendre pourquoi l'armée malienne s'est effondrée si vite. Un auditeur a été nommé, un rapport a été fait. La conclusion du rapport, c'était la mission européenne de formation qui devait reconstruire l'armée malienne. Et des fonds ont été promis à la conférence de Bruxelles pour la reconstruction de l'armée malienne. Et il se trouve que un des dirigeants, celui qui a dirigé ce programme de formation de l'armée malienne, c'est le général, chef d'état-major Lecointre, qui a été à la tête de l'EUTM. L'EUTM a à peu près formé 6-7 bataillons. Tous ces bataillons, quand ils sont montés au nord, se sont pris des défaites cuisantes. Comment il faut se questionner aussi sur l'action qui est en cours. Évidemment, pour moi, il est très important comme l'a souligné le général, d'avoir une vision transversale. C'est-à-dire, tant que la crise de gouvernance n'est pas réglée, on peut investir beaucoup dans les armées. Je ne pense pas que l'investissement va dans la guerre. C'est ça, parce que jusqu'ici, il faut quand même dire qu'il y a eu un investissement, il y a eu des bataillons formés. Voilà, donc je pense qu'il y a un préalable. La crise de gouvernance doit être réglée. Et quand je dis crise de gouvernance, ce n'est pas seulement politique. C'est-à-dire qu'il y a une crise de gouvernance au sein de ces armées. Cette mutinerie, problème de corruption, il faut voir l'instabilité à la tête de l'état-major, de la tête de l'armée malienne. Caroline Roussy. Alors oui, moi je voulais rebondir sur ce que Ousmane développait. En effet, c'est une guerre qui doit être gagnée par
par les Africains eux-mêmes. Sauf qu'aujourd'hui se pose quand même la question du cadre d'opérationnalisation pertinent. Est-ce que c'est le G5 Sahel? Est-ce que c'est le P3S? Quel rôle la CEDEAO pourrait-elle endosser dans la région? Est-ce que l'Algérie, qui est quand même un peu l'angle mort à l'heure actuelle, devrait s'impliquer ou non? Il y a un certain nombre d'interrogations qui demeurent à ce stade. Hélène Conway-Mouret. Oui, il y a beaucoup plus de questions aujourd'hui que de réponses, malheureusement, hein, parce que je crois que nous faisons le même constat et qu'on se retrouve avec une situation qui évolue de fait rapidement par des effets extérieurs qui viennent de Libye notamment et aussi une déstabilisation des autres pays. On parle du Mali là aujourd'hui, mais je reviens au Burkina Faso. Moi, je pense que nous allons avoir un sérieux problème avec ce pays aussi. Et avec donc une possible gangrène voilà, dans les États côtiers. Hein. Côte d'Ivoire et voilà. Sénégal, Togo, Bénin. Et donc, on n'a pas le scénario d'il y a 6 ans. Mais on a un scénario qui est un petit peu pire où finalement... On est intervenu, mais non seulement ça n'a pas rangé les choses, mais la situation... C'est pas une attaque virale, ça se diffuse. Voilà. Moi, je suis d'accord sur la thèse que le djihadisme se propage, se gangrène le Sahel. Quand même, faut souligner qu'il y a des États qui tiennent plus que d'autres. Le Sénégal, la Mauritanie sont gangrénés. Mais ils tiennent. C'est pas, la France n'est pas obligée d'intervenir. On n'envisage pas une intervention militaire France. Pourquoi? Parce qu'il y a des institutions solides, il y a une armée qui fonctionne à peu près normalement. Il faut faire cette corrélation entre les armées et les institutions solides de ces pays qui, face au djihadisme, résistent, parce que tous les États, même les grandes puissances, sont confrontés au djihadisme, ça va être un problème mondial, et les États qui, dès le premier assaut, s'écroulent. Il faut voir à quel point la rapidité avec laquelle le Burkina Faso s'est écroulé. Pour moi, c'est pas seulement le djihadisme, c'est parce qu'aussi les institutions étaient en crise et il y avait d'autres problématiques qui se posent. Et je pense que stratégiquement, les djihadistes frappent aussi là où c'est mou. Hein. Et on doit s'arrêter là. Merci à tous les 4 d'avoir participé au grand débat d'Allons plus loin. Bruno Fulini, bienvenue. On va donc commencer avec vous. On va continuer de parler de grogne sociale, mais sous un angle historique. À l'approche du 5 décembre, vous avez eu envie de revenir sur la grande grève des cheminots de 1910. Oui, parce que c'est la première grève générale des chemins de fer en France. Alors, remontons un petit peu dans l'histoire. Nous sommes en 1910 et il y a un monsieur qui est bien embêté, c'est Jean Dupuy. Jean Dupuy, il est sénateur des Hautes-Pyrénées. C'est aussi le patron du Petit Parisien, un journal très largement diffusé à l'époque. C'est un homme influent, et tellement influent d'ailleurs qu'on l'a nommé au gouvernement. Il est devenu ministre du Commerce et de l'Industrie, et ça devrait être un homme heureux, parce qu'en 1910, la France est inventive, prospère, elle s'enrichit. Oui, mais il y a une mauvaise nouvelle, ça grogne dans les chemins de fer. Ça grogne dans les chemins de fer, sachant que bien sûr en 1910, il n'y a pas de SNCF. Il faudra attendre le Front populaire. Il y a un petit réseau de l'État, et puis il y a des réseaux qui sont concédés à des compagnies privées, avec des règles très différentes de recrutement, de rémunération. Et ça, les cheminots le savent, ils s'en rendent d'autant mieux compte qu'ils commencent à se structurer. Il y a un syndicat national des cheminots, il y a une fédération des chauffeurs mécaniciens. Mais une revendication qui commence à poindre, c'est un salaire minimal, quel que soit le réseau sur l'ensemble du territoire. Et ce salaire, eh bien, il pourrait être de 5 francs par jour. À l'époque, 5 francs, c'est une belle pièce en argent qu'on appelle la thune. C'est de là que vient le terme. Et donc, il réclame la thune. C'est la thune qu'il nous faut. Alors, évidemment, notre ministre du Commerce et de l'Industrie est bien inquiet. Et donc, il se tourne vers le chef du gouvernement, vers son patron, le président du Conseil. Il n'y a pas de Premier ministre sous la Troisième République. Et le président du Conseil connaît bien la problématique parce que c'est Aristide Briand. Et Aristide Briand, dans sa jeunesse, c'était tout simplement l'avocat des syndicats, l'avocat des grévistes. Simplement, il a un petit peu évolué. Il est devenu député socialiste en 1902, c'est le rapporteur de la loi de 1905 sur la séparation, c'est un homme de gauche. Mais là, il est plutôt au centre-gauche et surtout, il est à la tête du gouvernement. L'idée qu'il n'y ait plus de chemin de fer en activité, c'est impossible pour lui. Alors, Aristide Briand, tout homme de gauche qu'il est, va employer la manière forte. D'abord, il réquisitionne les cheminots. Et ceux qui ne veulent pas se soumettre à l'ordre de réquisition seront tout simplement révoqués. Ensuite, il fait appel à l'armée. Alors, je
vous rassure, pas pour tirer sur les grévistes, non, pour faire marcher les trains. Des soldats du génie vont actionner les locomotives, vont actionner les postes d'aiguillage et les trains vont circuler. Évidemment, à l'extrême gauche, on hurle, on le considère comme un traître, mais Aristide Briand fait fonctionner les trains et finalement aura le dernier mot en disant « il ne nous pardonne pas d'avoir sauvé le pays de l'anarchie ». C'est intéressant, Françoise Cartron, ce recul historique. Ça vous inspire quoi par rapport à ce qui se passe aujourd'hui? Puisque, évidemment, disons-le, dans quelques jours, se produira une grande grève aussi en France. Qu'est-ce que ça vous inspire d'entendre cela? Ça m'inspire que lorsqu'on entend qu'on est dans un pays où il n'y a plus de liberté, où c'est pratiquement... voilà, on a un président de la République qui serait limite du dictateur. Bon, je pense qu'aujourd'hui, personne n'imagine ce que vous évoquez. C'est-à-dire réquisitionner, passer à l'armée. Si, certains l'imaginent ici au Sénat. Ah non, mais pardon, Bruno Retailleau vient de faire une proposition de loi, veut faire une proposition de loi pour réquisitionner les grévistes. Mais pour l'instant, pardon, moi je parle du président de la République qui est en place et donc et qui a à gérer cette grève. On verra quand Bruno Retailleau sera ministre ou autre, comment il fera. Mais aujourd'hui, avec le gouvernement que l'on a, c'est hors de question. Je pense qu'il ne l'envisage même pas un instant. Et vous, l'idée vous paraît complètement saugrenue ? Oui, parce que je pense qu'on a changé aussi de siècle, de société, et donc il faut toujours faire prévaloir le dialogue. Certes, il faut affirmer ce à quoi on croit, ce à quoi on tient, dans les grandes lignes, mais après il faut dialoguer, et je pense que ce n'est plus possible. C'est-à-dire, c'est inimaginable un tel coup de force. Oui, on parle de cette fermeté affichée par rapport aux grévistes, mais par rapport aux usagers des transports. Qu'est-ce qu'on envisage pour que cette journée et les journées qui suivront soient moins difficiles pour eux? Écoutez, moi je pense que malheureusement, il y a le droit de grève. Une journée de grève qui ne gêne pas, ça, c'est sans doute une journée de grève pas très efficace. Donc je crois qu'il faut accompagner les usagers. Alors, tous ceux... Le problème est si ça dure ou si ça dure pas. Et comment on les accompagne? Un jour, 2 jours. Eh bien, comment on les accompagne? Les entreprises peuvent être souples par rapport, justement, à des journées. Il peut y avoir le télétravail, il peut y avoir des solutions. Aujourd'hui, pour une journée, pour 2, ça doit pouvoir s'organiser. Le problème est si cela se durcit, s'amplifie et s'inscrit dans la durée. Voilà, parce que c'est vrai qu'après, on est sur un principe qui est atteint, qui est la libre circulation des personnes. Et que donc, mais moi je n'ose imaginer... Philippe a pris la parole tout à l'heure au sujet de cette réforme de retraite. Est-ce que vous l'avez pris comme un discours d'apaisement, cette intervention du Premier ministre tout à l'heure? C'est un discours d'apaisement, mais c'est un discours... Le problème est là aussi qu'il y a... une fois de plus, une ambiguïté. On nous a dit, il y a 2 ans, la réforme des retraites avec Jean-Paul Delevoye, c'est quelque chose qui va être co-construit. Ça fait 2 ans qu'il consulte, que les uns, les autres. Et d'ailleurs, il nous a dit hier soir, depuis 2 ans, pas un syndicat n'a quitté la table à un moment donné. Donc, on peut penser qu'on co-construit. De la co-construction fait que des choses qui filtrent, bien sûr, un jour c'est quelque chose qui est sur la table, le lendemain du fait du dialogue c'est amendé, c'est modifié. Un message cacophonique. Mais oui, mais ça c'est la co-construction. Soit vous arrivez avec quelque chose de ficelé, vous dites c'est à prendre ou à laisser, et là il n'y a pas de cacophonie, soit vous dites je construis, chacun apporte sa pierre. Et puis on ne peut pas tenir rigueur à quelques ministres que ce soit ou commissaires comme était Jean-Paul Delevoye d'avoir envisagé le sujet dans toute sa globalité. Donc je pense sincèrement que des syndicats qui veulent jouer le jeu peuvent apporter une vision, une amélioration. Bon, voilà. Alors c'est vrai que comme vous le dites, c'était vécu par ils jouent la montre, ils ne savent pas où ils vont, c'était ça. Et aujourd'hui, le Premier ministre a donné un calendrier. Parce que personne ne se disait, mais jusqu'à quand ça va durer entre ça y est, on l'a. Donc là, on l'a, la discussion. 9-10 décembre, résultat des concertations. On finit. Et sur la table des parlementaires, début janvier. Et on y reviendra évidemment dans le grand débat. Samia Dechir, on va terminer ce club avec vous. Vous avez suivi pour nous les débats en séance sur le projet de loi de finances de 2020. Et pour l'écologie, le gouvernement annonce une hausse de 2,6%.
Oui, l'exécutif promet un budget vert, mais les sénateurs, eux, voient rouge quand ils décortiquent les chiffres. On nous annonce que le budget de la transition écologique va augmenter de plus de 800 millions d'euros l'an prochain. Si on s'intéresse plus particulièrement à la rénovation énergétique, par exemple, l'enveloppe annoncée est de 3,5 milliards d'euros. Ce n'est pas négligeable. Sauf que, disent les sénateurs, cette augmentation, ce n'est qu'une réaffectation de crédits qui avant entraient dans d'autres lignes budgétaires. Prenons un exemple, celui de la prime à la conversion automobile. C'est presque 400 millions d'euros. Elle existait déjà en fait cette prime et avant elle entrait dans une autre ligne budgétaire. Cette année, elle a été affectée au crédit énergétique et hop, c'est magique, ils augmentent de 400 millions d'euros. Ça veut dire que le budget, si on vous suit bien, de la transition énergétique, j'arrive pas à le dire, n'augmente pas en fait, c'est ça? À en croire les sénateurs, non, à périmètre constant, c'est-à-dire si on enlève les sommes qui l'an dernier n'entraient pas dans le calcul, il diminue au contraire d'1 milliard d'euros. Et ça, au Sénat, ça fait dire à droite comme à gauche que le budget n'est pas du tout satisfaisant pour répondre au changement climatique. On sait par exemple que l'une des clés pour réduire notre empreinte carbone, c'est de rénover toutes les passoires énergétiques. Il y en a 7 millions en France. La France, elle s'est fixé un objectif très clair, c'est d'en rénover 500 000 par an. On est très loin du compte et on n'y arrivera pas avec ce budget, disent les sénateurs. Alors, qu'est-ce qu'ils proposent, du coup, les sénateurs? Ils ont fortement modifié le projet de budget du gouvernement pour l'augmenter. Pour la rénovation énergétique dont on parlait tout à l'heure, par exemple, certains sénateurs veulent augmenter de 75 millions d'euros l'enveloppe du chèque énergie, qui est une aide attribuée aux ménages français sous condition de ressources. Parce qu'il faut des moyens, disent les sénateurs, pour accompagner les acteurs de la transition énergétique. Ces acteurs, ce sont aussi les territoires et ils sont parfois bien seuls, disent les sénateurs, dans cette lutte contre le changement climatique. Ceux qui vont devoir fermer leurs centrales à charbon d'ici 2022, par exemple, parce que c'est ce que la loi française impose désormais, il en reste 4 en France. Pour les aider à se reconvertir, ces territoires concernés, le budget 2020 prévoit 40 millions d'euros d'aide. Ce n'est pas assez pour le sénateur Daniel Grémillet qui réclame 20 millions d'euros supplémentaires. On l'écoute. Ce sont des femmes et des hommes qui travaillent dans ces entreprises, des entreprises qui ne demandaient rien. Et on a décidé au niveau national, pour des raisons nationales, pour des raisons globales, de fermer ces 4 centrales. Il est normal que la solidarité nationale joue son rôle et accompagne ces territoires à cette reconversion sur ces territoires. Voilà, il y a environ 1500 emplois concernés par la fermeture de ces 4 centrales à charbon. Françoise Cartron, quand on voit ces chiffres, 1 milliard d'euros en moins l'an prochain pour les crédits énergétiques, on a un peu du mal à voir comment la France va faire pour atteindre son objectif de neutralité carbone en 2050. Non, mais je crois que vous l'avez dit, c'est aussi, et c'est toujours la difficulté de lire un budget, que les lignes bougent d'un budget à l'autre, d'une année à l'autre. Alors vous dites, il faudrait davantage de moyens pour accompagner la reconversion énergétique, et en particulier, enfin, l'enjeu qu'a fixé le gouvernement comme priorité, c'est tous ces bâtiments passoires pour lesquels il faut vraiment, engager fortement des finances publiques. Aujourd'hui, ce n'est pas le manque de crédit qui manque. C'est le manque d'ingénierie et le manque de connaissances et comment dire, d'accompagnement de ces foyers, de ces foyers modestes, puisque ce sont des foyers modestes, qui malheureusement vivent dans les passoires. Et il y a beau avoir des informations. Et moi, je l'ai vu quand j'ai été maire dans ma commune, où j'ai essayé de lancer un certain nombre de projets comme cela. D'abord, ils sont moitié convaincus. Ensuite, ils peuvent être démarchés par 1 ou 2 sociétés qui forcément leur provoquent plus de doutes. On a eu tous les épisodes quand même des panneaux solaires qui ont été installés sur les toits, puis après le rachat de l'électricité, du prix qui a changé. Donc par rapport à tout ça, ils voudraient bien, mais ils sont sceptiques. Et c'est vrai que l'information est importante, mais les moyens aussi. Et là, en l'occurrence, le crédit impôt à la transition énergétique, qui sont les aides qu'on peut avoir quand on fait des travaux chez soi, elles vont diminuer. On va avoir 2/3 de bénéficiaires en moins dans le budget 2020. Non, mais le problème, c'est qu'on a pensé... Le problème, c'est que le crédit d'impôt, dit comme ça, c'est très très bien. Sauf qu'il faut payer des impôts. Donc ça ne s'adresse pas aux bonnes personnes.
Les personnes qu'on veut cibler, c'est les personnes les plus fragiles qui malheureusement vivent dans les habitations les moins bien isolées. Vous voulez dire, les crédits d'impôt, ça les intéresse pas du tout? Eh bien non. D'accord. Donc ce qu'il faut, c'est pour ça qu'on a modifié et qu'on a supprimé le crédit d'impôt et qu'on a transformé en un chèque qui accompagne davantage, parce que là, le chèque, il est versé à tout le monde. Sauf que globalement, Françoise Cartron, les réactions à ce budget sur l'écologie dans le PLF, ils sont très très critiqués par les oppositions. Saupoudrage de mesures écologiques, une insulte à notre avenir, déception, une souris verte tirant le diable par la queue. Là, je vous cite les oppositions, c'est unanime. Alors, vous y voyez quoi? Juste un jeu politique ou il y a quand même un budget écolo qui n'est pas à la hauteur? Non, de toute manière, vous prenez tous les budgets, il n'y en a aucun qui va. Voilà. Moi, ça fait 3 jours que je suis dans l'hémicycle, il n'y en a aucun qui va. Et on va voir tout à l'heure l'éducation, ça va pas aller non plus. Même si... Donc on est dans l'opposition systématique des politiques. Oui, quand même. Moi, ce que j'ai envie de dire à toutes ces oppositions, c'est que quand même, bon, ça suffit pas. Très bien. Pourquoi pas? Donc, on augmente ce budget. Mais avant, on a augmenté le budget de la justice, qui a pas assez de moyens. Avant, on a le budget de l'armée. On a tout fait ça. De l'hôpital. De l'hôpital, voilà, parce que ça se succède quand même. Bon. Donc après, comment on le finance? Bon. Alors là, on me dit, oui, mais là, c'est... on m'a répondu, on fait avec le symbole, et on fait avec le symbole qui est l'impôt sur la fortune. Voilà. Sauf que... Donc, il y a des moments où je pense surtout que les uns et les autres, elles ont eu le même passé commun, c'est-à-dire qu'ils ont tous été aux manettes, au gouvernement, toutes les oppositions, il y a juste 2 ans. Alors, moi je suis d'accord, l'environnement et l'écologie, c'est vraiment une priorité parce que notre planète peut être en danger. Mais derrière, on peut pas dire il n'y a pas assez de crédit. Et puis quand va arriver le budget de l'agriculture, là, et on y va. Et on y va, et on repart dans les contradictions. Donc, je suis désolée, mais je disais on y va sur le débat. On va s'arrêter là. Merci infiniment Françoise Cartron. Et Tam Trani, on va commencer avec vous. Vous êtes intéressé aujourd'hui à Marseille, où la succession de Jean-Claude Gaudin semble très 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 compliquée. Mais oui, à Marseille, c'est pas plus belle la vie, c'est plutôt dynastie. Jean-Claude Gaudin, après avoir... effectivement, c'est assez sympa. Pas vraiment pour les Marseillais en tout cas, mais Jean-Claude Gaudin, après avoir régné sur la cité phocéenne, faut-il le rappeler, pendant 24 ans, est en train de laisser sa ville dans un sacré bazar. Vous connaissez l'adage, après moi le déluge. Eh bien, j'en ai trouvé le créateur, c'est Jean-Claude Gaudin. Alors, hier, on a appris notamment que LR investissait officiellement comme candidate à la mairie de Marseille Martine Vassal. Martine Vassal, elle est à la tête du département, à la tête de la métropole, mais surtout, elle a été adoubée par Jean-Claude Gaudin, mais n'allait surtout pas la traiter d'héritière. Écoutez-la ce matin chez nos confrères de RTL. Une élection, un poste, c'est pas un office notarial. Quand vous êtes élu à un poste, vous le gagnez. Ce sont les Marseillais et les Marseillaises qui donnent l'approbation d'avoir un candidat et d'avoir une personne. Donc moi, j'ai travaillé pendant 13 ans aux espaces publics avec Jean-Claude Gaudin. Jean-Claude Gaudin, c'est un homme bien. Il a transformé cette ville. C'est incontestable. Il y a eu du beau, il y a eu du mauvais. Et puis, il y a eu aujourd'hui un changement de génération. Je ne suis ni dans la rupture, ni la continuité. Je suis dans autre chose. Voilà, donc on a compris qu'elle n'assumait pas forcément d'être l'héritière de Jean-Claude Gaudin. Il faut dire que l'héritage est un peu lourd à porter, Tam. Effectivement, un rapport de la Chambre régionale des comptes, il y a 15 jours, a fustigé la gestion de la ville par Jean-Claude Gaudin, entre dépenses de personnel disproportionnées, absence de pilotage, de stratégie, école publique délabrée, patrimoine immobilier mal géré, tout ça sur le fond, en plus du drame de la rue d'Aubagne, il y a tout juste un an, catastrophe dans laquelle la mairie a été mise en cause. La rue d'Aubagne, c'est devenu le symbole de l'habitat indigne en France et une allégorie de l'ère Gaudin pour ses détracteurs. Et donc chez LR, tout le monde n'est pas d'accord pour laisser Martine Vassal se présenter à la mairie de Marseille. Et notamment le patron LR de la région, Renaud Muselier, qui lui n'hésite pas à étrier les dernières années de mandat de Jean-Claude Gaudin, qui soutient coûte que coûte son champion. Son champion, c'est le sénateur LR, on le voit, le sénateur LR des Bouches-du-Rhône, Bruno Gilles, qui a annoncé qu'il restait candidat à la mairie de Marseille en dissident. Du coup, Renaud Muselier n'hésite pas, lui, à tirer à boulet rouge sur l'héritière Martine Vassal. Écoutez-le dans notre matinale ce matin.
Clairement, on a désigné Martine Vassal comme l'héritière. L'héritière de Jean-Claude Gaudin. De Jean-Claude Gaudin. Donc l'héritière d'un système. Et Bruno est donc, de fait, clairement désigné comme la rupture. Et moi, j'ai toujours dit ni système ni extrême. C'est ça la difficulté qu'on rencontre à Marseille. S'ils se battent, ces deux-là, comment ils vont faire? Mais comment ils vont faire pour garder la ville? Et donc, l'enjeu aujourd'hui, c'est simplement de dire comment elle peut ne pas être l'héritière en partant avec les mêmes, positionnés, aidés par Jean-Claude, imposés par Jean-Claude, en prenant les mêmes sortants sur ces listes municipales. Mais est-ce que c'est la bonne solution pour Marseille, pour les Marseillais, de la désigner comme héritière d'un système défaillant? Je ne crois pas. Ce qui est drôle dans toute cette histoire, c'est qu'évidemment, Martine Vassal, Bruno Gilles, Renaud Muselier, tout ce monde se connaît extrêmement bien. Ils sont tous amis, ils ont tous grandi sous l'ombre tutélaire de Jean-Claude Gaudin. Et que Jean-Claude Gaudin, d'ailleurs, il leur a tous promis à un moment ou à un autre qu'il succéderait à la mairie de Marseille. Sauf qu'à ce petit jeu, LR pourrait perdre la ville. Et oui, diviser pour mieux régner, ça a été la stratégie de Jean-Claude Gaudin pour durer. Mais la division, ça marche rarement pour gagner des élections. Or, le RN, vous l'avez dit, est en embuscade. Il est mené par le sénateur Stéphane Ravier, qui est aux alentours de 21% dans les derniers sondages au premier tour, soit devant Martine Vassal et Bruno Gilles, si la droite traditionnelle refuse de s'allier. Olivier Paco, Marseille qui pourrait passer aux mains du RN à cause de divisions au sein de la famille politique LR, ça vous inquiète? Écoutez, une succession d'une personnalité aussi forte que Jean-Claude Gaudin, effectivement, si c'est pas préparé, ça peut aller dans tous les sens. Et on s'oriente vers ça parce que ce sont de fortes personnalités. Moi, je connais Bruno Gilles, qui est un de mes collègues. Martine Vassal aussi est une forte personnalité. Donc, il y a tous les ingrédients, effectivement, de la défaite. C'est clair et net. Après, je ne me permettrai pas de porter un jugement sur l'un ou l'autre des candidats. Je ne suis pas marseillais. Simplement, il y a quand même une commission d'investiture qui a eu une décision hier. C'est Martine Vassal. Alors, vous savez, oui, alors, les partis politiques sont plus qu'utiles à la vie citoyenne et démocratique, mais les choses ont beaucoup changé. Et dans une élection municipale, l'étiquette est de moins en moins utile. C'est de plus en plus l'homme, ce qu'il incarne, l'homme ou la femme, évidemment, ce qu'il incarne. Et donc, moi, dans mon département de l'Oise, par exemple, je vois de plus en plus de candidats aux élections municipales qui ne recherchent surtout pas une étiquette. Alors, quand il s'agit des grandes villes, effectivement, l'enjeu politique est beaucoup plus fort. Il y a des commissions nationales qui se mettent en place, mais certains ont parfois l'impression que les dés sont pipés. Et ce qui va engendrer des réactions de refus de la décision de la commission d'investiture. Dans ce que vous dites, on comprend quand même que Bruno Gilles a raison de se maintenir parce qu'il a peut-être davantage de soutien au sein de la population plus que d'un parti. Écoutez, à ce moment-là, c'est la population qui tranchera. Mais le risque est très grand. Et donc après, c'est l'esprit de responsabilité des uns et des autres qui se pose. Mais ayant vécu moi-même, ayant été, entre guillemets, dissident lors d'une élection sénatoriale, et ayant été élu, ayant eu la confiance de mes pairs, je comprends la décision de Bruno Gilles. Maintenant, il faut être très clair et net. Ça peut avoir des conséquences très graves avec l'éventuel basculement de la ville. Pourquoi pas au Front National? Mais ça passe deuxième ville de France. Deuxième ville de France et première ville LR de France. Samia Dechir, on va continuer avec vous ce club. Vous êtes revenu sur les crédits alloués au sport dans le budget 2020. Ils augmentent nettement. Merci au JO. Ou pas. Parce que oui, on met beaucoup d'argent pour les Jeux Olympiques, mais peut-être pas assez pour le reste, nous disent les sénateurs. Le gouvernement nous dit que l'an prochain, le budget des sports va augmenter de presque 10%. C'est vrai, mais cette somme d'environ 65 millions d'euros supplémentaires, elle n'est affectée qu'au financement des Jeux Olympiques qui vont atteindre près de 130 millions d'euros l'an prochain. Et pour tout le reste, c'est-à-dire le financement des petits clubs, des équipements de proximité, comme les piscines, eh bien le budget est identique à celui de l'an dernier, c'est-à-dire environ 312 millions d'euros. En fait, depuis plusieurs années, ce budget des sports, il n'a cessé de se réduire, moins 11% depuis 2017, d'après les calculs des sénateurs. Je vous propose d'écouter l'un d'entre eux, Claude Kern, qui rappelle au gouvernement l'un de ses objectifs pour 2024. En l'état, le budget n'est de loin pas à la hauteur. Nous voulons amener plus de 3 millions de licenciés d'ici 2024. Si nous n'y mettons pas les moyens, nous n'y arriverons pas et ces ambitions resteront lettres creuses.
Alors, comment on fait pour l'atteindre, cet objectif, Samia, de 3 millions de licenciés supplémentaires en 2024 ? Eh bien, les sénateurs ne manquent pas d'idées parce que le monde du sport ne manque pas d'argent. Enfin, ça dépend dans quel univers sportif on évolue, en fait. Le haut niveau, il génère beaucoup d'argent. Pas forcément pour les athlètes. En tout cas, il rapporte à l'État en termes de taxes. Des taxes sur les paris sportifs, sur les droits de retransmission audiovisuelle. Ça rapporte quand même maintenant plus de 400 millions d'euros en une année. Sauf que sur cette somme, seuls 140 millions d'euros vont effectivement aller au ministère des Sports, soit environ un quart des recettes. Alors pourquoi si peu ? Eh bien tout simplement parce qu'il existe un plafond qui fait qu'on ne peut pas affecter plus d'une certaine partie de cette somme au ministère des Sports. Le reste, enfin, tout simplement au budget général. Et ce plafond, il a été calculé il y a longtemps, au moment où ces taxes, elles rapportaient beaucoup moins d'argent qu'aujourd'hui. Et pourquoi on ne le relève pas, ce plafond ? Eh bien c'est ce qu'espéraient faire les sénateurs, parce qu'ils considèrent que c'est une forme de solidarité du sport de haut niveau avec celui des petits clubs, des petites associations. Les députés étaient du même avis, du moins au départ, en fait, parce qu'ils ont adopté un amendement en première partie du budget à l'Assemblée nationale pour déplafonner cette taxe. Sauf que le ministère du budget, justement, lui, il ne l'entendait pas de cette oreille. Et du coup, il a demandé un second vote. Et cette fois, la proposition, eh bien, elle a tout simplement été rejetée. Ratée, donc, pour cette fois, mais les sénateurs, ils ont d'autres idées de financement pour augmenter le budget du ministère des Sports. Alors, lesquelles ? Quelles idées ? Où trouver les sous, Samia, pour financer ce sport pour tous ? Eh bien, il y a une proposition qui a été faite ce matin par le groupe communiste. Tout simplement, reverser au ministère des Sports l'intégralité du budget du service national universel. Vous savez, ce service qui est proposé à un certain nombre de jeunes en France. Ça représente un budget d'environ 30 millions d'euros. C'est pas énorme, mais ces 30 millions d'euros, disent les sénateurs communistes, seraient plus utiles au sport ou alors au financement de la vie associative, parce qu'on examinait aussi ces crédits-là ce matin, ceux de la jeunesse et des associations, et c'est un amendement qui était porté par la sénatrice Céline Brulin. Il me semble que, je l'ai dit, le premier lieu d'engagement de la jeunesse, ce sont précisément les associations, et que soutenir les associations, c'est favoriser l'engagement de la jeunesse, et je pense de manière beaucoup plus efficace que par le SNU. Voilà pourquoi nous faisions ce lien. Cet amendement, il a été rejeté. Une grande partie des sénateurs étaient contre, à droite notamment. On a dit, on ne va quand même pas déshabiller Paul pour habiller Jacques. Mais vous, Olivier Paccaud, vous avez soutenu cet amendement communiste. Pourquoi ? Mais oui, parce que je pense effectivement, notamment que la vie associative est en grande souffrance dans notre pays, notamment dans les zones rurales, depuis notamment la suppression de la fameuse réserve parlementaire qui avait fait couler tant d'encre, mais qui amenait tant de moyens à des petites associations qui en avaient besoin. Et le service national universel est sur... je pense que c'est une bonne mesure. Néanmoins, c'était une façon de montrer, par mon vote, que la vie associative méritait d'être mieux considérée. Je fais partie des élus. On est souvent invité à des assemblées générales, à des manifestations. J'y vais toujours. Et par contre, je suis un des rares parlementaires à verser une partie de mes indemnités aux associations de mon canton ou aux communes de mon département. Et la vie associative, pour moi, c'est essentiel en matière de lien social. Alors, le SNU a pour but de recréer un esprit citoyen, entre guillemets, au sein de notre jeunesse. Vous y croyez aussi ? Au SNU ? Oui, au fait que ça recrée ce lien, ou vous croyez davantage justement à la vie associative pour recréer ce lien ? Écoutez, je pense que les deux sont utiles, mais les associations ont été trop fragilisées depuis 2017 avec la suppression de la réserve parlementaire et des contrats aidés qui ont été réduits comme peau de chagrin. Et donc c'était une manière de effectivement pousser un petit coup de gueule, mais je pense franchement que c'est une grosse erreur que le gouvernement n'a pas encore rattrapée, sincèrement. Mais concrètement, quel argent on trouve alors pour cette vie associative ? On le prend du côté du SNU ? On va prendre une partie, la totalité comme le veulent les communistes ? De toute façon, cet amendement, il a été rejeté. Mais très concrètement, aujourd'hui, la vie associative, elle est avant tout financée par ce qu'on appelle le FDVA, le Fonds départemental de la vie associative, qui devait être alimenté en partie par l'ex-réserve parlementaire, mais arrivé, ça a été des montants minimes. Il faut effectivement redévelopper... consolider ce FDVA et puis surtout aussi le rendre plus transparent parce qu'aujourd'hui, il y a une vraie recentralisation. Du temps de la réserve parlementaire, c'était les parlementaires qui pouvaient aider
et qui connaissaient leur territoire. Aujourd'hui, c'est le préfet. Monsieur le préfet, entouré de quelques personnalités élues, mais pas de parlementaires pour l'instant. Et nous souhaitons pouvoir obtenir une vraie transparence sur la distribution de ces fonds. Ça n'était pas forcément plus transparent du temps de la réserve parlementaire où il n'y avait pas d'obligation justement de transparence pour les parlementaires? Alors, c'était pas plus transparent, sauf pour les parlementaires qui publiaient la liste des associations ou des communes qu'ils aidaient. De manière volontaire. Bon, ceci étant, pour les communes, il y avait forcément une délibération du conseil municipal. Donc, c'était forcément en public. Pour les associations, elles le faisaient savoir, elles aussi. Maintenant, un parlementaire intelligent, il aide tout le monde. Il aide pas seulement ses amis, s'il est intelligent. Sincèrement, c'est le meilleur moyen d'être élu, si vous voulez parler de clientélisme. Là, maintenant, le clientélisme, il est préfectoral. Il faut dire clairement les choses. Et avec nous pour le grand débat d'Allons plus loin, Olivier Cadic, bienvenue. Vous êtes sénateur Union centriste représentant les Français établis hors de France, vice-président de la délégation sénatoriale aux entreprises. Hervé Kempf, bienvenue. Vous êtes rédacteur en chef de Reporter, auteur de ce livre « Tout est prêt pour que tout empire, 12 leçons pour éviter la catastrophe ». Johan Petiot, bienvenue. Vous êtes directeur général de l'Alliance du commerce qui représente les grands magasins et toutes les enseignes de l'habillement et des chaussures en France. Et Fleur Berlingen, bienvenue. Vous êtes directrice de l'ONG Zero Waste France, association qui milite pour le zéro déchet, zéro gaspillage. Et vous avez lancé un défi, vous nous en parlerez probablement, rien de neuf, qui consiste à limiter ses achats de produits neufs au maximum. Merci à tous les quatre d'être ici. Bruno Cadic, on entend des membres du gouvernement sérieusement critiquer ce Black Friday. Je vous cite juste Brune Poirson, peut-être pour commencer. Le Black Friday est une double arnaque pour la planète et pour le pouvoir d'achat. Est-ce qu'elle a raison ou est-ce qu'elle y va un peu fort ? D'abord, c'est Olivier Cadic. Pardon. Je vous en prie. Qu'est-ce que j'ai dit ? Et Bruno. Ah bah alors donc, là, c'est une erreur parce que c'était écrit. Pardonnez-moi, monsieur. C'est pas grave. Écoutez, c'est son avis, pourquoi pas. Chaque avis, c'est la liberté d'expression. C'est une opération commerciale qui a démarré aux États-Unis, qui a eu un succès extraordinaire. Les Chinois ont le leur le 11 novembre, ce qui est réservé aux célibataires. 11 novembre parce que c'est 1-1-1, donc c'est pour voilà, c'est une action commerciale très importante. Ça a tellement bien marché que généralement, quand on a une bonne idée dans les affaires, elle est souvent reprise. Et donc ça s'est repris même chez nous. C'est un moment de rendez-vous pour les commerçants qui cherchent à attirer les clients. C'est ça. Donc on le prend pour ce qu'il est. Hervé Kempf, vous le voyez comme ça, vous aussi, ou vous êtes plutôt d'accord avec Brune Poirson ou même Elisabeth Borne qui parle d'une frénésie de consommation qui nous pousse à acheter des objets dont on n'a même pas besoin ? Je suis a priori beaucoup plus d'accord là-dessus avec Madame Poirson et Madame Borne qu'avec Monsieur Olivier Cadic. C'est pas parce que les États-Unis et les Chinois font des choses bêtes qu'on doit faire pareil. Donc je pense qu'effectivement, il faut mettre un terme à cette frénésie consommatoire. Et je serais heureux aussi que le gouvernement soit cohérent, c'est-à-dire arrête par exemple d'accorder des autorisations de construction d'immenses entrepôts dans des zones commerciales, par exemple à Amazon, qui vont stimuler le commerce électronique. Donc vous applaudissez le discours, mais vous dites que les actes finalement sont incohérents. Absolument. Vous êtes d'accord, Johan Petiot ? Moi, ce qui nous inquiète profondément dans les débats qui sont nés depuis le début de la semaine, c'est ce discours anti-consommation et de pointer à l'index à la fois le commerce et le consommateur derrière. Je pense qu'il y a déjà... Ces déclarations interviennent dans un contexte que l'on sait très difficile depuis 1 an pour le commerce et les clients dans de nombreuses villes. Il y a quand même eu des fortes baisses d'activité pour beaucoup. Et là, ça fait 1 semaine où, pour le coup, on parlait commerce, où on respirait un peu. Et c'est vrai que ce débat-là est plutôt malvenu dans le contexte très compliqué qu'on a connu et qu'on va connaître dans 1 semaine. C'est important de le rappeler. Donc si en effet ils peuvent faire leur activité pendant 1 semaine par mois, c'est déjà bien. Après, au-delà de ça, je pense qu'il y a le vrai sujet derrière de mieux consommer. Bien sûr, c'est une tendance que l'on connaît et je crois que les consommateurs n'ont pas attendu que le gouvernement leur dise comment acheter. Ça fait déjà plusieurs mois qu'on voit cette tendance évoluer. Par exemple, dans notre marché qui est celui de la mode, la seconde main, ce qu'on appelle quand vous revendez vos propres vêtements, ça représente déjà 1 milliard d'euros. Ça a énormément cru ces dernières années et c'est en forte croissance dans les années à venir. Donc ces nouveaux modes de consommation, ils existent déjà et les clients en ont déjà conscience. Donc je pense que les clients peuvent aussi se saisir de cette opération du Black Friday, pour aller aussi vers des offres peut-être plus responsables, vers des offres made in France, vers des offres... Après je pense que le client... Mais le Black Friday n'est pas une arnaque comme le dit Brune Poirson, quoi.
En tout cas, je pense qu'on ne peut pas mettre à l'index la consommation et les consommateurs. On arrive à des discours qui sont dangereux. On voit des actions qui ont été parfois violentes à l'encontre de certains commerces. Je pense que voilà, ce genre de discours est assez dangereux. Et puis je rajoute, le Black Friday est quand même soutenu par un grand nombre de Français. Je crois qu'il y a 2 Français sur 3 qui ont souhaité ou qui souhaitent et notamment ceux qui en ont besoin, ne ne serait-ce que pour faire des achats à moindre coût, évidemment. Flore Berlingen, vous entendez tous ces arguments où vous nous dites non, stop à ce Black Friday? Je crois qu'il faut arrêter de voir le Black Friday comme un cadeau qui est fait aux consommateurs. C'est tout sauf ça. En réalité, les seules personnes qui s'enrichissent ce jour-là, ce sont les grandes enseignes, ce sont les propriétaires, les actionnaires et les dirigeants de ces grandes enseignes. Et aujourd'hui, le Black Friday, ça reste un chiffre d'affaires énorme. Je crois qu'on annonce 5,9 milliards d'euros de chiffre d'affaires pour la France. Donc à comparer aux 1 milliard d'euros de la vente seconde main que vous évoquiez, voilà, on voit l'écart encore qui nous reste à parcourir, puisque ce 1 milliard, c'était par an, si j'ai bien compris, et là, on est sur une seule journée. Enfin bref, voilà, on a encore un grand rattrapage à faire sur les alternatives à la consommation de produits neufs, parce que c'est ça qui est vraiment en Très jeu concrètement, aujourd'hui. pourquoi il vous gêne ce moment de grande consommation, au-delà de la question philosophique qu'on peut entendre évidemment, mais très concrètement, j'entendais effectivement Elisabeth Borne nous dire l'année dernière, le Black Friday a donné lieu à la livraison d'1 million de colis. Et ça, très clairement, quand on cherche à réduire le CO2, c'est Oui, il y a un impact environnemental qui est évident, à la fois sur le transport, donc, puisque une partie de ce chiffre d'affaires se fait sur les plateformes de e-commerce, mais aussi parce que tout cela, ce sont des produits neufs, et chaque produit neuf qu'on met sur le marché a un impact environnemental énorme qu'on ne voit pas, puisque ça se passe bien avant l'arrivée en rayon ou sur les plateformes. Mais par exemple, derrière une tablette, vous avez une consommation de matières premières qui est de l'ordre de 340 kilos consommés pour la produire, plus l'impact CO2, plus la consommation d'eau, etc. Donc c'est une débauche de consommation pour en arriver à mettre sur le marché des produits qui vont être de faible durée de vie, qu'on va renouveler sans cesse sous l'influence de la publicité et des promotions. C'est pour ça que c'est vraiment le système promotionnel dans son ensemble. C'est pas seulement le Black Friday, même si c'est peut-être l'excès qui nous fait réagir. Mais en fait, en réalité, c'est le système promotionnel et le système publicitaire dans sa globalité qu'il faut questionner aujourd'hui. Alors, pas mal d'initiatives se sont mises en place contre ce Black Friday. Il se trouve qu'il coïncide avec la marche pour le climat organisée chaque dernier vendredi du mois. Du coup, cette fois, l'événement prend un autre nom, le Bloc Friday. Vous allez voir une affiche. Des militants d'Extinction Rébellion seront aussi dans la rue. Ils prévoient une action contre un système capitaliste qui, je cite, fait du profit sur ce qui ne lui appartient pas, le vivant. Consommer ou protéger la planète, faut-il choisir? Je vais vous reposer à vous la question dans un instant, mais d'abord on va demander à Jean-Marc Gabouty ce qu'il en pense. Le sénateur RDSE de la Haute-Vienne est en salle des conférences avec Fanny Conqui. Jean-Marc Gabouty, demain c'est le Black Friday. Que pensez-vous de cet événement? Est-ce que c'est pour vous un événement de surconsommation anti-écologique, comme semblent le penser Elisabeth Borne et Brune Poirson? Écoutez, moi je suis plutôt par essence, par conviction, pour la liberté du commerce. Ceci étant, cet événement d'inspiration anglo-saxonne, je dirais, est l'organisation d'un pic de consommation totalement artificiel qui, sur un plan économique, contrairement à ce qu'il dit notre ministre Bruno Le Maire, je ne partage pas son avis, ne présente aucun intérêt sur le plan économique. Les achats sont déplacés, on fait des sortes de soldes avant les soldes, donc c'est une opération de marketing. En termes écologiques, la question se pose aussi du transport, des émissions de gaz à effet de serre. C'est un problème aussi écologique, ce Black Friday? Par ricochet, c'est effectivement un problème écologique dans la mesure où les principaux bénéficiaires du Black Friday sont les entreprises de vente à distance et notamment les plateformes qui génèrent effectivement plus de transport que des magasins de quartier, des magasins de ville. Voilà, donc c'est un effet qui n'est pas l'effet principal, parce que je crois que l'effet principal, c'est un effet de dérive de la société de consommation vers une certaine forme de frénésie dans les achats. Mais ça a un impact écologique qui doit être plutôt négatif, comme l'a dit Elisabeth Borne. Oui. Alors, comment consommer mieux? Quelles doivent être les nouvelles pratiques alors pour consommer mieux?
Consommer mieux, si vous voulez, c'est consommer plutôt des produits de qualité, plutôt avec un recul de réflexion, plutôt que de se jeter sur des produits promotionnels, de vérifier la garantie, la durée de vie du produit. Ça dépend de la nature du produit. Là. Il s'agit souvent de produits, lorsque ce sont des produits informatiques ou autres, de nouvelles technologies. Je crois que la vérification de la durabilité, de la qualité du produit, du fait que ça soit réparable, aujourd'hui devient primordial par rapport à un affichage de prix promotionnel sur une journée ou sur une semaine. Je crois qu'on doit revenir vers des modes de consommation raisonnés. Dernière question, il y a quand même l'aspect promotionnel, on l'a dit, en termes de pouvoir d'achat. Est-ce qu'on peut comprendre quand même que les familles profitent de ces promotions voilà, est-ce que le discours du gouvernement n'est pas un peu culpabilisant sur Si ce n'est pas au détriment de la qualité, oui, bien sûr que moi, ce n'est pas les consommateurs que j'incrimine, mais je dis que c'est un phénomène de société. Vous savez, je ne suis pas sûr que les consommateurs, au final, soient toujours bénéficiaires à acheter des produits promotionnels. De toute façon, les fabricants et les distributeurs font des marges sur ces produits et font des marges sur la quantité. Ils espèrent se récupérer sur la quantité, parfois par rapport à la qualité. Donc si c'est ponctuel, pourquoi pas? Si c'était amené à se développer, voilà, je crois que ça serait néfaste pour notre mode de consommation et le fonctionnement de notre société. Merci, Monsieur Gabouty, d'avoir répondu à nos questions. Merci, Fanny. Olivier Cadic. Oui, enfin, moi je suis un petit peu là tout d'un coup déphasé parce que j'arrive de New York, là où j'étais hier, pour 3 jours en mission à l'ONU, où effectivement, aujourd'hui c'est jour férié, demain ce sera le Black Friday, je vois toute cette organisation qui est mise en place. Ça reste une activité commerciale. Noël en est une autre, et je passe, puisqu'il y en a beaucoup comme ça tout au long de l'année. C'est ce qui permet justement aux commerçants de mettre en valeur leur activité, leurs produits. Alors j'entends bien ce que vous dites, j'entends bien ce que disent les gens d'attaque, les altermondialistes. Je veux dire, c'est une rengaine qu'on connaît, donc ils se saisissent d'un prétexte, de quelque chose qui marche bien, pour se faire entendre, parce que je veux dire, d'un point de vue crédibilité, c'est quand même pas terrible. Donc je comprends pas du tout, mais vraiment, ce débat. Les gens sont libres d'aller vendredi acheter des produits ou pas. Personne ne les oblige. Et dire qu'ils sont infantilisés parce qu'ils seraient tout d'un coup attirés par des publicités, c'est ce qui générerait leur acquisition. Écoutez, encore une fois, mais absolument, c'est pas des enfants. Donc s'ils veulent consommer, ils consomment. S'ils veulent pas, ils consomment pas. Ils auront Noël dans quelques jours. Alors on va recommencer pour Noël. On va dire faut pas fêter Noël parce que ça génère du transport, puisque c'est exactement la même chose. Donc ça paraît totalement surréaliste. Et honnêtement, puisque je reviens de 3 jours à l'ONU, où on a parlé des problématiques de réfugiés, de gens qui n'ont rien en Afrique, 80% n'ont pas accès à l'électricité, on a des problématiques incroyables. Et s'ils entendaient le débat qu'on a en ce moment, je crois qu'ils seraient abasourdis. Hervé Kempf. Non, il ne serait pas du tout abasourdi, monsieur le sénateur. Par exemple, il y a beaucoup de réfugiés qui sont réfugiés maintenant à cause du changement climatique qui commence maintenant à se produire. Et on ne peut pas avoir, il y a 3 jours, un rapport des Nations Unies, du programme des Nations Unies pour l'environnement sur le Gap Report. Je ne rentre pas dans le détail, mais qui dit que les États dépassent totalement les objectifs par rapport aux émissions de gaz à effet de serre. Et les scientifiques et les auteurs de ce rapport ont dit qu'il faudrait diminuer les émissions de 7 à 8%. On est bien au-delà. On ne peut pas d'un côté dire l'ONU c'est formidable, il y a le changement climatique, il faut tous se donner la main, et puis on ne change rien et on continue à faire du commerce. J'y étais et j'ai discuté justement avec les spécialistes sur ce sujet-là. Il ne faut pas tout mélanger. Quand je parle des réfugiés, par exemple, c'est les réfugiés suite au conflit armé, d'accord ? Par rapport à ceux dont vous parlez, qui sont aussi des extrapolations pour un grand nombre de choses, je crois qu'il ne faut pas tout mélanger. Or, j'ai bien compris que sur ce sujet, les altermondialistes cherchent tout le temps à tout mélanger, tous les sujets, pour essayer de diaboliser les gens qui font du commerce librement. On ne diabolise personne. On a bien compris ce discours, et honnêtement, vous ne trompez personne. Ça serait plus simple si excusez-moi, parce que monsieur Cadic ne m'a pas laissé parler, et donc m'a interrompu. Donc je finis très rapidement là-dessus. D'abord, moi je suis journaliste, et je suis éventuellement écologiste, qui est un petit peu différent des altermondialistes. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, hier, il se trouve que justement, j'étais en discussion avec François Gémen, qui est un expert, tout à
sévère connu en sciences politiques sur les réfugiés climatiques et qui dit quelque chose de tout à fait différent de ce que vous dites, c'est-à-dire que même les conflits, maintenant, par exemple, en Afrique centrale, dans le Sahel, en Syrie, commencent à être liés, et les politologues et les spécialistes de la chose militaire font tout à fait le lien oui, mais là, vous parlez à un spécialiste de la question, entre le changement climatique et, hélas, les conflits et les réfugiés. Et puis je crois qu'il y a une autre manière de faire du commerce, de manière plus respectueuse aussi des droits des travailleuses et travailleurs. Là aujourd'hui, sur un t-shirt qui est vendu 29 €, celui qui va fabriquer ce t-shirt risque d'être rémunéré que quelques dizaines de centimes d'euros. Et c'est ce système-là où on tire sur les prix en permanence pour pouvoir faire derrière des réductions à 80% qui produit des effets sociaux désastreux. Ce qu'ils sont en train de vous dire, c'est que c'est une chaîne, fait, et que c'est pas... Non, mais vous avez complètement. Vous pouvez pas m'expliquer le commerce, si vous voulez. Ça fait quand même juste 35 ans que je suis dans le domaine. Peut-être que Mme Berlingues pourrait je vais juste terminer, parce que il y a différentes manières de faire du commerce, je crois. Aujourd'hui, il y a plus de 500 marques françaises qui se sont déclarées opposées au Black Friday, qui montrent qu'il y a une autre manière de faire et qui passe pas par ce système promotionnel. Il y a le commerce équitable, mais très bien, très bien. Oui, je crois qu'il y a plusieurs types de commerce, il y a aussi plusieurs façons de consommer, et je crois que le client n'est pas noir ou blanc, c'est-à-dire, et on est tous autour de la table, j'imagine, à acheter dans nos magasins de proximité. Je crois que le Black Friday, selon les études, devrait se faire quand même à 80% dans les magasins physiques, donc ça veut dire que ça va quand même profiter à l'économie locale. Et je voudrais rappeler que c'est quand même 3,5 millions d'emplois, le commerce en France, que c'est quand même, et que la consommation est quand même le moteur de notre croissance, donc c'est quand même un secteur économique qu'il faut qu'on l'entende. Et puis, je crois qu'un client, c'est pas parce qu'il va acheter un journée une t-shirt ou qu'il va aller dans sa grande surface alimentaire qu'il ira pas chez son boucher de proximité, qu'il ira pas chez son cordonnier. Je pense que tous les clients sont complexes. Vous pouvez acheter en magasin, en ligne. Enfin, aujourd'hui, nos modes de consommation sont divers et multiples. Et je crois que le discours de culpabilité vis-à-vis du consommateur n'est certainement pas le bon. Aujourd'hui, il change déjà son mode de consommation. On le voit. Et si vous parlez aux entreprises, bien sûr, elles vous le diront, elles le voient elles-mêmes. Leur activité baisse, le modèle économique est en train de changer. Il faut en trouver de nouveaux. Il y a des grandes marques qui essaient de faire de la location, de la seconde main. Il y a aussi la question de comment on produit mieux pour moins produire, comment l'intelligence artificielle peut nous aider justement à moins produire, à mieux produire. Oui, bien sûr, mais ce sont des chaînes de valeur qui sont éclatées à travers le monde avec qui font intervenir à la fois des politiques publiques, des acteurs privés qui sont. C'est un vrai système économique qu'il faut changer. C'est une révolution beaucoup plus large que le simple Black Friday. Mais le Black Friday n'est-il pas anachronique par rapport à tout ça, justement? Mais ça, non, il s'appellerait Black Friday ou autre chose, ou vente privée au mois de janvier, ou Noël, ou une autre promotion. Non, mais les promotions, la logique. Non, mais c'est vrai que c'est une question les promotions ne sont pas interdites. Par exemple, sur les soldes, on n'a jamais entendu que c'était un problème, cette frénésie au moment des soldes. C'est très récent, ce débat. Les soldes ont une bonne raison, je crois, et M. Petiot peut-être me confirmera ou me démentira, c'est que les soldes, vous finissez les produits qui vous restent de votre dernière collection et vous lancez la nouvelle collection. Donc, ça a un sens économique. Alors que là, c'est autre chose. On va susciter en plus un afflux de publicitaires. Il faut en dire un mot. Je suis désolé, monsieur. Ça s'appelle une opération commerciale. J'essaye de finir ma phrase très rapidement. La publicité, on est sujet à énormément de publicité. Donc, malheureusement, le consommateur, la consommatrice, et puis plus généralement, parce qu'on est des citoyens avant d'être des consommateurs, on est sujet à des... Les spécialistes disent que j'ai du mal à y croire personnellement, mais 5000 messages publicitaires chaque jour. Donc quand on nous fait répéter depuis 4 jours Black Friday, Black Friday, Black Friday, quand vous vous levez le matin, que vous le vouliez ou non, vous avez ça dans la tête. Ça, on ne peut pas le nier, Olivier Cadic. C'est vrai qu'il y a opération commerciale et opération commerciale. Celle-ci, la promotion, la publicité autour de ce Black Friday est absolument incroyable. Mais quand vous investissez pour un commerce, c'est pour vendre des produits. Et la publicité, c'est un moyen de faire connaître vos produits ou votre société et de vendre vos produits. C'est un métier, la publicité, c'est un domaine d'activité. Donc qu'on utilise la publicité pour effectivement faire vendre les produits, c'est tout à fait normal. Maintenant, je ne vois pas où est plus le problème par rapport à ce jour spécial, par rapport à Noël. C'est la même logique, avec la même publicité, la même création d'envie d'achat. C'est exactement la même chose. Donc soyons cohérents et disons aussi que, par exemple, l'opération de Noël, c'est insupportable. Allez-y. Absolument. Mais peut-être aussi un mot pour dire pourquoi il y a aussi un intérêt à ce que cette opération soit collective. Parce que concrètement, vous ne m'auriez pas invité sur votre
plateau au mois d'octobre, au mois de septembre, parce qu'une enseigne faisait une petite promotion vis-à-vis de ses clients. Donc pour qu'on parle d'une opération commerciale, on ne parle pas beaucoup de commerce dans notre pays. Ce n'est pas une activité qui est très valorisée. Et donc c'est aussi les soldes, c'est aussi l'intérêt des soldes, parce que c'est une opération collective où tout le monde met ses moyens en même temps, alors à la fois sur le marketing, mais là on en parle parce qu'il y a quand même promotion. 2 ministres qui crient haro, qui Oui, tapent mais sur parce cet qu'il y a événement. aussi un contexte politique derrière avec un projet de loi économie circulaire. Enfin, le sujet est beaucoup plus complexe que simplement le Black Friday. Encore une fois, moi j'aimerais bien savoir ce qu'elles vont dire dans une semaine quand la France sera bloquée et que ces mêmes commerçants qui essaient de travailler cette semaine ne pourront rien faire pendant 5 jours, peut-être plus la semaine prochaine. Donc le vrai sujet aussi, pourquoi c'est une opération collective? Parce qu'une opération collective permet justement qu'elle soit relayée par les médias et par d'autres. Sinon, concrètement, elle perd de son poids. Voilà pourquoi c'est une opération collective et pourquoi on en parle. Flore Bernier. Alors, pour ma part, même si je ne réduirais pas Noël à une fête commerciale, c'est bien autre chose et je pense que c'est important de le rappeler. Malgré tout, nous, c'est un message qu'on tient tout au long de l'année et sur n'importe quel type de promotion, y compris les soldes d'ailleurs, cette idée qu'il faut réduire notre consommation de produits neufs. C'est pas seulement mieux consommer, c'est aussi moins consommer. C'est indispensable, sinon l'équation environnementale ne tient pas. Et donc, pour nous, c'est un message qu'on cherche à faire passer par des mobilisations comme un défi qu'on a lancé qui s'appelle le défi Rien de Neuf, où le but du jeu, c'est de consommer le moins d'objets neufs possible par an, puisque chacun de ces objets va avoir une empreinte environnementale considérable. Et il y a énormément d'alternatives, la location, l'achat d'occasion, le prêt, le troc, l'échange, etc., qui sont en plus, pour certaines, créatrices d'emplois et de beaucoup plus d'emplois que l'achat de produits neufs. Je pense aux activités de réparation, etc. Et donc, il y a une possibilité de faire du commerce, il y a une possibilité de créer de l'emploi et de l'activité localement sans passer par la surconsommation. Alors, est-ce que toutes ces périodes de forte consommation profitent à l'emploi et à notre économie? C'est effectivement pas sûr. Le Black Friday profite en premier lieu à Amazon, qui a donc importé ce concept en France. C'est son plus gros jour de consommation de l'année. Et Amazon détruit plus d'emplois qu'il n'en crée. C'est ce que déclare Mounir Majoubi, député La République En Marche et ancien secrétaire d'État au numérique. Je voudrais qu'on l'écoute et je vous fais réagir après. Oui, elle crée 9000 emplois, mais en même temps, elle fait perdre près de 20 000 emplois à l'économie française. C'est-à-dire qu'elle a beau en créer, par son activité, elle va en détruire beaucoup plus. Le chiffre que je note dans mon étude, c'est près de 8 000 emplois. 8 000 emplois nets qui disparaissent dans l'économie française du fait de son activité. Olivier Cadic, alors c'est une étude de Mounir Majoubi, donc difficile de savoir si elle est complètement juste ou pas, mais qu'est-ce que vous en pensez? Vous l'avez entendu, vous avez entendu ces chiffres? Là, quand ils sont présentés comme ça, qui pourrait soutenir le fait que d'un côté, on créerait 8 000 et on en détruirait 20 000? On se dirait que la balance n'y est pas. Alors, d'abord, ça se regarde pour l'analyser. Il se trouve que moi, je connais un peu le problème, puisque du Royaume-Uni, je suis dans mon domaine professionnel, dans l'édition, on voit bien que Amazon a absolument vampirisé tout ce qui est commerce de livres, de produits éditoriaux, et ça pose un vrai sujet, puisque c'est effectivement ça crée une raréfaction des libraires. D'un autre côté, il y a d'autres avantages, et je peux vous dire qu'en termes d'éditeurs, dans mon domaine, tous ceux qui avant avaient cherché à le faire dans le domaine anglo-saxon avaient toujours échoué, et moi, si j'ai réussi, c'est aussi grâce à Amazon. Donc, l'un va avec l'autre, il n'y a pas de système idéal, il y a des plus et des moins à chaque chose. On peut faire une analyse, regarder, commenter. Après, est-ce qu'on doit interdire Amazon et le commerce en ligne? Ça, c'est un autre challenge. Oui, parce qu'il se trouve que cet après-midi, des militants écologistes ont bloqué un entrepôt d'Amazon, celui de Brétigny-sur-Orge. On va peut-être en voir des images, c'est le plus important de France. Il a ouvert il n'y a pas très longtemps. Et eux, ils dénoncent le projet de loi économie circulaire qui arrive donc à l'Assemblée après avoir été voté au Sénat, qui, selon eux, ne lutte pas contre les dégâts sociaux et environnementaux et de l'e-commerce. Brétigny-sur-Orge, Hervé Kempf, c'est aussi 600 CDI, là, en ce moment, et à terme, dans les 3 ans, 1000 CDI. Alors, le tableau est-il si noir? Faut-il à ce point lutter contre Amazon et l'e-commerce en général?
Oui, tout à fait. Je confirme tout à fait l'étude de M. Mounir Majoubi, parce que Reporter, on a fait aussi une grosse enquête au printemps sur Amazon qui confirme tout à fait. C'est pour ça que je reviens un petit peu en arrière. On n'est pas contre le commerce. Personnellement, moi, je ne suis pas contre le commerce et je ne pense pas que les écologistes soient contre les commerces, ni même les commerçants. Ça a du sens et vous l'avez très bien décrit tout à l'heure. En revanche, on détruit des emplois de la même manière que l'agriculture agro-industrielle détruit des emplois de paysans sans arrêt. De la même manière, ces grandes sociétés comme Amazon détruisent des emplois, plus un impact environnemental qui est extrêmement fort. Il y a non seulement Brétigny-sur-Orge, mais un nouveau projet du côté de Nancy, du côté de Lyon. Oui, parce que Amazon se développe. Voilà, il y a à chaque fois des entrepôts énormes de 18 hectares qui vont artificialiser le sol. Et puis Amazon, c'est une évasion fiscale absolument monstrueuse. C'est-à-dire les profits qui sont faits je simplifie un petit peu, en tuant une partie du petit commerce et en détruisant des emplois, va partir au Luxembourg, va partir au Delaware, et ça va être de l'argent qui ne va pas être réinjecté dans l'économie française. Peut-être un chiffre sur ce point. Je crois qu'Amazon, c'est à peu près le même chiffre d'affaires en France que le groupe Fnac Darty, et c'est 2 fois moins d'impôts payés. Yoann Petiot. Non, sur ça, pour le coup, c'est un point sur lequel on se rejoint. C'est-à-dire quand on regarde le modèle économique d'un pure player versus un magasin physique ou même une enseigne de distribution physique, on sait que pour faire le même chiffre d'affaires, il y aura 2 à 3 fois plus d'emplois dans le commerce physique que dans le commerce en ligne. Donc ça, c'est vrai. C'est-à-dire qu'en effet, et donc plus la part d'activité va sur le commerce en ligne, plus à contrario, comme on a moins besoin d'emplois pour faire du commerce en ligne, plus on en détruit dans le commerce physique. Mais comment on contrecarre un géant comme Amazon? Le vrai enjeu, et c'est pas bon pour l'écologie, c'est pas bon pour le. Le vrai enjeu, c'est ce que monsieur disait, c'est que les uns et les autres aient des situations de traitement équitables, que ce soit au niveau fiscal, que ce soit au niveau environnemental, que ce soit au niveau des normes en général. Et sur le niveau fiscal, il y a encore un gros travail à faire, en effet, pour que chacun soit face aux mêmes règles. Donc ça, en effet, il y a un vrai problème, mais que ce soit... c'est un problème qui est plus large à celui de toutes les multinationales qui ont des techniques d'optimisation qui leur permettent de faire partir leur valeur ajoutée ou leurs bénéfices dans d'autres pays où ils sont taxés à des taux moins élevés. Mais le seul moyen de lutter contre Amazon, Flore Berlingen, c'est de conseiller ce soir à nos téléspectateurs d'acheter responsable, de consommer responsable, d'arrêter d'aller sur Amazon, par exemple. C'est le genre de conseil que vous auriez envie de délivrer? Alors, il y a des choses à faire sur le plan politique, législatif, etc., bien entendu. Mais en attendant, effectivement, à titre individuel, personnel, on peut décider de boycotter Amazon et d'autres plateformes, parce que ce n'est pas la seule non plus en cause. Et surtout, on peut décider de réduire sa consommation, ses achats de produits neufs. Déjà, première chose, se posant tout le temps la question systématiquement de savoir si on a besoin de l'objet ou si on a été finalement un peu pressurisé pour l'acheter. Et s'il n'existe pas une alternative qui consiste à l'acheter d'occasion, ça c'est quand même de plus en plus facile, que ce soit dans des boutiques physiques ou aussi sur des boutiques en ligne qui permettent parfois d'identifier une personne qui peut nous apporter l'objet à proximité. Et puis, toutes les autres possibilités de location, d'emprunt qui se sont aussi beaucoup développées avec des possibilités de services après-vente, de garantie qui sont aujourd'hui tout à fait équivalentes au neuf. Et ça permet de faire des économies pour reboucler aussi avec ce que vous disiez tout à l'heure sur les besoins quand on a des revenus modestes, de profiter promotion. Il existe d'autres manières aussi d'avoir accès à des biens de première nécessité. Il nous reste une minute, pardonnez-moi, Olivier Cadic, au niveau législatif, on est bloqué, on ne peut pas faire grand-chose contre un géant comme Amazon. Mais personne, et d'autres, évidemment. Personne, et d'ailleurs ça a été dit à l'instant, personne n'est obligé d'acheter chez Amazon. Donc encore une fois, c'est un choix. Sur la responsabilité. Mais c'est un choix individuel, ça s'appelle la liberté individuelle. Si on a envie d'aller dans le commerce au coin de sa rue, on a la possibilité. Si on a envie d'acheter des produits du commerce équitable, on le peut. Si on veut acheter sur Amazon, on le peut. Et encore une fois, il faut regarder les choses des deux côtés, parce que là, vous le regardez d'un côté consommateur, mais il faut voir aussi de celui qui est l'industriel ou celui qui crée les produits. Et Amazon et les plateformes permettent de vendre ces produits dans le monde entier et d'aller vers les clients très vite, très facilement. Donc, il faut toujours équilibrer les choses. Mais voyez d'où on est parti. On est parti du Black Friday et là, on est en train tous de se faire Amazon. Eh bien, écoutez, il a une bonne tête aujourd'hui de personnes qui doivent être payées pour le système, si vous voulez, mais ça ne les empêchera pas de se développer. On ne fait personne, on pose des questions. Juste un dernier mot en 5 secondes, Flore. Oui, il est quand même possible de mettre en place des mécanismes qui viennent corriger un petit peu ce qui est le problème aujourd'hui, c'est que Amazon et d'autres n'internalisent pas le coût environnemental, le coût social, la casse
finalement, dont ils sont responsables. Ils ne l'interdisent pas dans leur propre... Et le message a été envoyé. Merci à tous les quatre d'avoir participé à ce grand débat. Très bonne soirée sur Public Sénat.